Ce projet est réalisé par le réseau des femmes leaders pour le développement avec l'appui financier de Eugene Hasson Fund Africa. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur cette émission. Je reçois ce matin Madame Artemise Aiko pour nous parler de l'impact des réformes économiques et des mesures d'austérité sur les droits fondamentaux des femmes. Et donc, sans plus tarder, nous irons à l'essentiel. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Merci, je suis Artemise Aiko, coach certifié positionnée sur le territoire de la famille, consultante en stratégie de communication et formatrice en éducation civique, soft skills et culture entrepreneuriale. Actuellement, j'exerce en tant que chargée de communication au Centre autonome pour le volontariat, l'entrepreneuriat, la recherche et les innovations de l'Université d'Abomey-Calavi, Sévéry UAC, dirigé par le professeur Lojogo Ale. Je conduis également un programme dénommé Ma commune volontaire et entrepreneur, dont l'objectif est d'inculquer aux jeunes et femmes des communes du Bénin les valeurs cardinales, la culture du volontariat. Ce programme a pour finalité l'entrepreneuriat au service du développement de chaque commune avec, par et pour les résidents de la dite commune en faisant d'eux des citoyens de type nouveau, premiers acteurs du développement de leur localité et ce de commun accord avec les autorités communales, diverses ONG, radios communautaires. Je vous remercie. Merci pour votre présentation. Alors, Madame Artemise Aiko, parlez-nous un peu de ce que vous savez sur l'état des droits de la femme dans notre pays et sur le continent africain. Merci, monsieur le journaliste. En fait, la Constitution béninoise protège les droits de la femme et interdit à son encontre toute discrimination. Son article 26 dispose par exemple que l'homme et la femme sont égaux en droit. Par conséquent, l'État protège la famille et particulièrement la mère et l'enfant. Il consacre ainsi le principe de l'égalité de tous devant la loi. Alors, le Bénin a fait des progrès non négligeables pour garantir les droits de la femme. À titre d'exemple, nous disposons aujourd'hui au Bénin de l'Institut national pour la promotion de la femme qui en réalité fait la promotion de la femme dans les domaines économiques, politiques, social, juridique et culturel, tant dans la sphère publique que privée. Il faut dire que dans sa nouvelle configuration, elle devient un organisme public doté d'une personnalité juridique, de l'indépendance financière et de prérogatives importantes afin de pouvoir venir en soutien aux femmes de façon plus déterminante. Les missions assignées à l'Institut sont diverses et variées. Donc, hormis la promotion de la femme à tous les plans, l'Institut s'occupe également des questions de violence basées sur le genre, la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme. Au Bénin de nos jours, une lutte implacable est menée contre les violences faites aux femmes et aux filles. Les cas d'abus sexuels, de violences conjugales et autres sont réprimés par les textes en vigueur. Donc, les femmes sont également encouragées à entrer dans les instances de prise de décision. Leur présence et leur militantisme dans les partis politiques sont davantage facilités. Garantir des soins de santé de qualité aux femmes, notamment celles enceintes dans les milieux déshérités par exemple, demeure tout de même un problème. Même si des efforts restent à consentir, nos dirigeants affichent clairement leur volonté de garantir les droits des femmes. En Afrique, 74% des femmes font partie de la main-d'œuvre du secteur de l'économie informelle et des données croissantes font apparaître que les impacts de la COVID-19 frappent plus durement ces femmes-là. Alors, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique, je veux parler du protocole de Maputo, reconnaît les droits économiques, sociaux et culturels des femmes, notant que le refus de ces droits rend souvent les femmes vulnérables à de nouveaux abus. Par ailleurs, du fait de leur situation, les femmes sont particulièrement vulnérables à l'infection. Et donc, à l'échelle mondiale, les femmes représentent 70% de la main-d'œuvre des secteurs de la santé et de la protection sociale en Afrique. La majorité des travailleurs de la santé communautaire sont des femmes
Ce sont les premières intervenantes d'ailleurs et elles sont en première ligne pour s'occuper des membres de leur famille malade. Bref, même si des efforts sont fournis quotidiennement, il reste encore du travail à faire, que ce soit au Bénin ou sur le continent africain. Par conséquent, nous ne pouvons encore nous réjouir d'avoir atteint les objectifs en termes de droits des femmes. Merci. Alors, que fait Madame Artémise Aiko pour la promotion des droits de la femme dans son environnement? Merci, monsieur le journaliste, pour votre question. Alors, en tant que jeune femme, dans mon environnement immédiat, ce que je fais déjà, c'est beaucoup plus lié à l'éducation, à la sensibilisation. Je m'explique. Étant dans un milieu où on travaille à déprogrammer les mentalités pour installer une nouvelle manière de fonctionner, je ne me fais pas prier pour pouvoir partager ces acquis-là avec les jeunes femmes de mon environnement. Et j'utilise souvent l'outil du professeur Lojogouale qu'on appelle DRI, que je vais essayer d'expliquer. Ça veut dire déprogrammation, reprogrammation, connexion à l'intelligence et à l'innovation entrepreneuriale. Mais quand on parle de déprogrammation, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement d'amener la jeune femme ou la jeune fille à comprendre qu'il y a certains contre-valeurs qui vont à l'encontre de son bien-être et de la personne qu'elle est appelée à devenir plus tard. Que ça soit cette mentalité de Tchedjinabi, Sochaducha. Si je ne gagne rien, je ne vais pas m'investir dedans. Donc tout ça là est aussi fondamentalement l'importance pour la jeune fille et la femme d'avoir confiance en elle. Et pour avoir confiance en elle, il faut fondamentalement qu'elle comprenne que elle est une personne qui n'est pas venue sur cette terre par hasard, mais pour un but. Et pour cette raison, il lui faut découvrir qui elle est, comment Dieu l'a prévu, Dieu l'a créé, ce que Dieu attend d'elle, qui elle est, et quelle est la bénédiction qu'elle sera pour son entourage au travers du service. Donc, la déprogrammation consiste bien évidemment à enlever des mentalités, tout ce que nous avons comme habitude, la culture du retard, la culture de l'individualisme, du régionalisme, pour pouvoir être une personne, une femme accomplie mentalement déjà. Quand on vient à la reprogrammation, c'est bien de dire, ok, l'environnement n'a pas forcément aidé ou le milieu dans lequel j'ai grandi n'a pas forcément aidé, donc je peux mettre ça sur le coup de bon voilà, c'est pas ma faute. Mais quand on déprogramme tous ces virus malveillants, si je peux m'exprimer ainsi, il faut maintenant reprogrammer. Reprogrammer, c'est-à-dire inculquer des valeurs cardinales à nouveau à ces jeunes filles et jeunes femmes-là. Oui, le goût du travail bien fait, c'est vrai, je peux m'affirmer et tout, mais est-ce que mes valeurs, mes actes témoignent de ce que je suis véritablement dans la société? Donc, on est appelé à impacter dans des sphères, dans des milieux différents. Du coup, il faut leur inculquer des valeurs cardinales comme le goût du travail bien fait, la ponctualité, le travail ensemble, solidaire. C'est pas que mon intérêt, on pense à tout le monde. Je suis en train de citer pêle-mêle, donc je peux juste dire en quelques mots par rapport à la reprogrammation, voilà de quoi il s'agit. Et ensuite, en dehors de ça, oui, c'est bien déprogrammer les jeunes filles, les jeunes femmes, leur reprogrammer, leur dire, il faut inculquer telle valeur. Mais après, quelle sera la suite? Il faut que ces femmes-là soient autonomes. Autonomes, quel est le talent, les dons que vous aviez? Comment est-ce que vous travaillez ces dons et talents-là pour mettre ça au service de la société? Donc, on ne dit pas que tout le monde est appelé à devenir entrepreneur, mais pour ceux ou celles qui sont appelés à devenir entrepreneurs, une fois que la confiance est là, on sait là où on va, il faut se lancer et travailler vraiment d'arrache-pied pour atteindre l'objectif. Et pour ceux qui ne sont pas appelés à devenir entrepreneurs et qui sont appelés à être restés dans le fonctionnariat, il faut que leur attitude, leur comportement témoignent de ce que, voilà, c'est des jeunes filles, c'est des jeunes femmes vraiment d'impact, des modèles dont on peut s'inspirer pour faire apporter sa pierre à la construction du développement du pays. Donc, c'est un peu ce que je peux dire à ce niveau, ce que je m'attelle à faire. Et donc, il y a également des formations que je donne, des formations que ce soit sur les soft skills, comment se comporter en société et tout.
des conférences que j'anime, etc., etc. Et le coaching que je fais également, je l'ai dit tout à l'heure, le coaching par rapport à la famille. Aujourd'hui, on remarque que beaucoup de familles sont divisées. On ne veut pas jeter la pierre aux parents ni aux enfants, mais comment on fait pour que cela n'ait pas des répercussions sur l'individu de demain? Comment est-ce qu'on travaille à ce que demain, cet individu ou cette personne lambda puisse être pleinement qui il ou elle est appelé à être et pouvoir en retour avoir cette satisfaction morale. Je les accompagne également sur ce point-là. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons avec cette émission. Madame Artémise Aiko, que pensez-vous donc que les gouvernants, d'accord, peuvent faire aujourd'hui pour promouvoir véritablement les droits des femmes dans nos pays, tels que les dispositions du protocole de Maputo l'ont prévu? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, ce que je pense, à prime abord, qu'on pourrait déjà faire, c'est déjà de vulgariser, de sensibiliser davantage sur le contenu du protocole de Maputo. Que ce soit en langue locale, vraiment que la plupart des femmes, même celles qui est dans le fin nord ou dans un village profond, puissent savoir qu'il y a un tel protocole qui protège les droits de la femme, qui parle des droits de la femme. Donc, que ça soit en langue locale, toutes les langues que nous avons au Bénin, que cela soit vulgarisé, sensibilisé par rapport à ça, pour que tout le monde ait conscience de cela. En dehors de ça, ce que je pourrais dire également, c'est de veiller à ce que les mesures d'austérité ne conduisent pas à des violations des droits fondamentaux des femmes. Aussi, il faut qu'on entreprenne des évaluations spécifiques de l'impact des réformes économiques sur les droits de la personne avant, pendant et après leur mise en œuvre. Et aussi prévenir et inverser le processus de marginalisation et d'appauvrissement des femmes et des filles. À ce niveau, je voudrais également demander à ce que l'État ou les gouvernants puissent reconnaître les soins et les travaux domestiques non rémunérés comme étant un travail précieux et les redistribuer en conséquence. Les États doivent s'efforcer de rendre clair et visible la valeur et la contribution de ces travaux à l'économie et les inclure dans les comptes nationaux. Il est également urgent de redistribuer les travaux de soins non rémunérés entre les ménages et le secteur public en investissant davantage de fonds publics dans l'économie des soins. Je vous remercie. Parlant donc des droits fondamentaux des femmes, à quoi fait-on concrètement allusion? Parlons des droits fondamentaux de la femme. On fait allusion aux droits des femmes et des filles qui font partie intégrante des droits humains. Ils couvrent tous les aspects de la vie, que ce soit la santé, l'éducation, la participation politique, le bien-être économique, l'absence de violence, pour ne citer que cela. Donc, les problématiques communément associées aux notions de droits des femmes incluent de façon non exhaustive les droits d'intégrité corporelle et d'autonomie, de ne pas subir de violences sexuelles, de voter, d'être élu, d'entrer dans un contrat légal, d'être considéré comme l'égal du mari et du père au sein de la famille, de travailler, d'avoir accès à des salaires justes et à l'égalité salariale, de maîtriser sa reproduction, de posséder une propriété, d'accéder à l'éducation. Si on prend l'exemple de droit à la succession ou à l'héritage des terres par rapport aux propriétés, souvent c'est reconnu que souvent ce sont les hommes ou le chef de famille qui gèrent cela. Mais aujourd'hui, on voudrait également que, au travers de ce droit qu'on reconnaît à la femme, que la femme puisse librement hériter de propriété, qu'elle puisse librement, alors que monsieur a bac plus 5, madame a bac plus 5 et que nous faisons le même travail, qu'on ait en retour le même salaire. Donc, l'un des outils institutionnels qui aborde de long en large le sujet est bien évidemment le protocole de Maputo, dont nous allons certainement aborder certains articles, si vous le permettez. Merci. Pouvez-vous partager alors avec nous quelques droits fondamentaux des femmes? Bien évidemment, je me ferai le plaisir de partager avec vous quelques droits fondamentaux des femmes. Et nous pouvons déjà commencer par l'article 12 du protocole de Maputo qui aborde la question du droit à l'éducation et à la formation.
Cela implique qu'il faut promouvoir l'éducation et la formation des femmes à tous les niveaux et dans toutes les disciplines et en particulier dans les domaines de la science et de la technologie. En d'autres termes, cela voudra tout simplement dire qu'il faut que les femmes soient présentes aussi bien dans les sciences, la littérature et les technologies. Ce changement passe par l'encouragement des filles dès le bas âge en leur accordant par exemple des bourses d'études dans ces domaines. C'est d'ailleurs ce que l'État béninois fait déjà en incitant les filles à aller dans ces formations-là. Lorsqu'on en vient à l'article 13 du protocole de Maputo qui aborde la question des droits économiques et protection sociale, cela dispose que les États adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et autres mesures visant à garantir aux femmes l'égalité des chances en matière d'emploi, d'avancement dans la carrière et d'accès à d'autres activités économiques. À cet effet, ils s'engagent à promouvoir l'égalité en matière d'accès à l'emploi, promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale, assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail, garantir aux femmes la liberté de choisir leur emploi et les protéger contre l'exploitation et la violation par leurs employeurs de leurs droits fondamentaux tels que reconnus et garantis par les conventions, les législations et les règlements en vigueur. Créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et activités économiques des femmes, en particulier dans le secteur informel. Créer un système de protection et d'assurance sociale en faveur des femmes travaillant dans le secteur informel et les sensibiliser pour qu'elles y adhèrent. Prendre également des mesures appropriées pour valoriser le travail domestique des femmes. Garantir aux femmes des congés de maternité adéquats et payés avant et après l'accouchement, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, et reconnaître la responsabilité première des deux parents dans l'éducation et l'épanouissement de leurs enfants, une fonction sociale dans laquelle l'État et le secteur privé ont une responsabilité secondaire. Donc voilà ainsi quelques articles que je partage avec vous. Je vais m'en arrêter là. Merci. Merci également à vous. Parlant donc des réformes économiques et des mesures d'austérité, à quoi fait-on allusion? Merci beaucoup. À votre question, il serait bien de commencer par une clarification conceptuelle. Et donc, quand on parle de mesures d'austérité, de quoi parle-t-on? La mesure d'austérité, en fait, est aussi appelée politique de rigueur. C'est une politique qui vise à assainir la gestion d'un État. En soi, l'austérité en tant que règle de gouvernance est digne d'éloge si elle sert à lutter contre le gaspillage. Mais elle peut prendre un sens très différent en fonction du groupe social qui y fait appel pour ajuster ses revenus et ses dépenses. Ce thème désigne très souvent une politique budgétaire restrictive où les recettes fiscales augmentent tandis que les dépenses publiques sont limitées. En d'autres termes, la rigueur budgétaire consiste pour un État à serrer la ceinture, comme on le dit. Cette vision, en réalité, s'oppose aux politiques de relance destinées à favoriser la croissance. Cette politique économique a généralement pour but de ralentir l'inflation ou de réduire les déficits publics et la dette globale de l'État. Il est à noter que sur le moyen et le long terme, une politique de rigueur a pour objectif de restaurer la confiance dans l'économie et d'améliorer la compétitivité économique. Pour y parvenir, un État peut utiliser différents leviers, par exemple la hausse des taux d'intérêt, le blocage des salaires, l'augmentation des impôts et ou des cotisations sociales, la diminution des dépenses publiques. Donc, ce sont autant de leviers que l'État utilise pour atteindre son objectif de mesure d'austérité. Alors, maintenant qu'on a compris ce que c'est que la mesure d'austérité, quand on parle de réforme économique, de quoi s'agit-il? Une réforme économique, en fait, est une politique publique ou un ensemble de politiques publiques qui vise à modifier
le mode de fonctionnement d'un système économique. Il peut s'agir de la création de réglementations ou d'ajustements structurels. Et par exemple, depuis 2018, le gouvernement du Bénin a initié au profit du secteur privé une batterie de réformes qui visent à faciliter le développement de leurs affaires. Ainsi, sous la supervision du ministère de l'Économie et des Finances, plus de 50 réformes ont été mises en place et beaucoup d'autres continuent à être instaurées. Et ce, malgré un contexte économique difficile marqué par la pandémie de la COVID-19. C'est un contexte économique difficile. Ces réformes impactent l'ensemble du cycle de vie et d'activité des entreprises pour faciliter leur interaction avec les services publics d'une part et d'autre part faciliter la vie des bénéficiaires finaux et acteurs du secteur privé. Donc, pour faire court, je dirais que les réformes mises en œuvre par le gouvernement du Bénin sont relatives entre autres à la création d'entreprises, l'accès à l'électricité et à l'eau, l'obtention du permis de construire, au transfert de propriété, au paiement des impôts et taxes, à l'accès au marché public, à l'obtention de prêts, à l'exécution des contrats, au commerce transfrontalier et la protection de l'investissement, pour ne citer que cela. Quelle relation existe-t-il alors entre les mesures d'austérité, les droits de la femme et les réformes économiques? Quelle relation y a-t-il entre les mesures d'austérité, les droits de la femme et les réformes économiques? En fait, pour répondre à la question, nous allons nous baser sur quelques statistiques. Plus ou moins, les statistiques effectuées en 2011 nous montrent que l'égalité des sexes demeure un objectif lointain. Sur 1,3 milliard de pauvres estimés dans le monde, plus de 60% sont des femmes. Sur les 780 millions d'analphabètes estimés dans le monde, quelques 65% sont des femmes. Jusqu'à 6 femmes sur 10 sont victimes de violences physiques et ou sexuelles au cours de leur existence. Et il faut dire que les femmes réalisent 2/3 des heures de travail effectuées dans le monde et produisent la moitié de l'alimentation mondiale, mais ne gagnent pourtant que 10% du revenu mondial et possèdent moins de 1% des biens mondiaux. Seul un haut fonctionnaire ou haut responsable sur 4 est une femme. Moins de 10% des chefs d'État ou de gouvernement élus sont des femmes. En moyenne, les femmes détiennent 16% des postes ministériels et 19% des sièges au sein des parlements. Les femmes ne représentent pas seulement la moitié de la population mondiale, mais aussi un immense potentiel non exploité dont les communautés, sociétés et leurs nations dans leur ensemble peuvent et doivent bénéficier. Et donc, quand c'est ainsi, les réformes économiques et mesures d'austérité ont un impact sur les droits fondamentaux de la femme, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan social. Du point de vue strictement économique, l'austérité a un effet déflationniste, c'est-à-dire qu'elle contribue à faire baisser les prix et la demande. Le mécanisme est le suivant. Une mesure consistant à augmenter les impôts va réduire le revenu disponible des ménages qui vont logiquement réduire leur consommation. La demande va donc baisser et l'offre va être trop importante. Par conséquent, l'économie va se retrouver en surproduction. Donc, pour essayer de vendre cette production en trop, les entreprises se verront dans l'obligation de baisser les prix et par conséquent font moins de profit que prévu. Ensuite, anticipant sur une demande moindre, ils vont couper dans leur production et licencier des employés. Le fait de licencier des employés, ça a un coût direct sur les ménages, sur les familles, parce que ne pouvant plus, dans un premier temps, subvenir à leurs besoins, la famille sera secouée et donc ça porte atteinte aux droits fondamentaux de la femme. Et les femmes, pour la plupart, se verront dans l'obligation de faire un double travail, déjà celui de la maison en tant que femme et en tant que mère, femme et épouse au foyer par rapport au ménage, et ensuite va devoir aller, on le voit souvent aujourd'hui dans notre pays, des femmes qui courent au bord des voies pour pouvoir vendre et apporter à la maison de quoi faire nourrir leur famille. Donc voilà un peu l'impact que cela peut avoir lorsqu'on licencie des employés suite à des réformes économiques ou mesures d'austérité. Et donc, le chômage augmente et le revenu disponible diminue, ce qui se traduit par une baisse
de consommation. L'économie se retrouve encore en surproduction et le cercle déflationniste est enclenché. Donc, en somme, la politique d'austérité comporte des risques de ralentissement de l'activité économique à court terme et peut avoir un impact ou a plutôt un impact sur les droits fondamentaux de la femme et les ménages. Merci. À votre avis, comment pensez-vous que les réformes économiques et les mesures d'austérité peuvent influencer les droits fondamentaux des femmes? Pour répondre à cette question, nous allons partir du fait que, d'un rappel, en fait, le système économique mondial actuel repose sur l'inégalité des sexes et la discrimination à l'égard des femmes, du fait en partie des stéréotypes de genre et de lacunes dans la législation et les politiques. Donc, la valeur économique des soins et des travaux domestiques non rémunérés, favorisant de ce fait les politiques macroéconomiques partiales en faveur des hommes, qui nuisent aux femmes et exacerbent les inégalités structurelles. Donc, dans ce type de scénario, les femmes sont soumises à un risque accru de violences sexistes, sapant davantage le plein exercice de leurs droits fondamentaux. Et donc, il n'est un secret pour personne que le courant dominant de la pensée économique ne tient pas forcément compte de la valeur des soins et des travaux domestiques non rémunérés, ni de leur contribution à l'économie. Les analyses de certaines féministes économistes ont souligné le fait que les femmes accomplissent l'essentiel de ces travaux qui sous-tendent la croissance économique. Cette situation est particulièrement délicate pour les ménages pauvres qui ne disposent pas forcément des ressources financières nécessaires pour compenser une réduction des services de soins publics ou gratuits. Et souvent, parmi les femmes les plus exposées aux effets négatifs des mesures d'austérité, figurent celles qui se trouvent dans des situations précises de vulnérabilité comme les mères célibataires, les jeunes femmes, les femmes handicapées et celles qui appartiennent à une minorité ethnique, religieuse et linguistique, pour ne citer que ceux-là. Alors, les droits fondamentaux bénéficiant de garanties constitutionnelles et étant protégés par des traités internationaux, ils peuvent de ce fait être fragilisés par les mesures d'austérité et les réformes économiques. Il est admis que la survenance d'une crise économique et financière, voire pandémique, justifie la limitation temporaire des droits sociaux subordonnés aux capacités financières de l'État concerné. Toutefois, les politiques d'austérité ont des conséquences sur la santé, l'éducation, le travail, la justice, etc. Et donc plusieurs droits fondamentaux dont l'éducation et l'accès à la santé ont été ou sont touchés de plein fouet par les mesures d'austérité et réformes économiques. Par exemple, au Bénin, on a assisté récemment à la suppression de certaines entreprises qualifiées d'inutiles ou budgétivores, la réduction du train de vie de l'État, à titre d'exemple, la diminution de certains ministères, par exemple. Donc, ces exemples-là montrent en quelque sorte comment est-ce que les réformes économiques et les mesures d'austérité peuvent influencer les droits fondamentaux de la femme. Je vous remercie. Merci à vous également. À ce propos, est-ce que vous avez des propositions ou des propositions d'action, d'accord, à partager avec ces femmes-là qui nous écoutent en ce moment? Oui, bien évidemment. Comme première proposition, c'est déjà dans ce combat de respect des droits fondamentaux de la femme, il est primordial, voire indispensable de faire participer les hommes, les maris. Oui, nous disons oui au respect des droits de la femme, mais pas sans les hommes, car les deux se complètent. Et il ne faut pas qu'on oublie que les filles sont issues d'une famille et les femmes sont sous le toit d'un homme. Et il faut cet accompagnement aussi bien psychologique, moral de leur compagnon de vie pour qu'on puisse véritablement voir le résultat palpable dans la société. Alors, deuxième proposition, c'est déjà d'encourager les programmes de formation pour sortir les jeunes filles et les jeunes femmes des carcans de l'ignorance afin de pouvoir pleinement les équiper pour qu'elles puissent être des solutions chacun dans leur sphère d'influence, que ce soit dans l'économie, la politique, l'éducation, le divertissement, etc., etc.
Et l'autre chose également, troisième proposition qui me vient à l'esprit, c'est déjà de travailler à faire sauter les verrous liés au poids de la culture. On est en Afrique et nous avons aussi nos cultures. Donc, il faut travailler à faire sauter les verrous liés au poids de la culture et qui sont en contradiction avec le respect des droits fondamentaux de la femme. Ensuite, valoriser les travaux non rémunérés des femmes. Plus précisément, je voudrais prendre l'exemple des travaux ménagers. Et là, comment est-ce qu'on peut le faire? Par exemple, c'est à 4 niveaux. Déjà au niveau de la femme, que la femme prenne conscience ou soit fière de ce que ce n'est pas parce qu'elle n'est pas dans un travail ou dans un cadre de travail réglementaire ou qu'elle est dans le secteur informel que les travaux qu'elle exécute à la maison, dans le cadre de son foyer, de sa famille, ne sont rien. C'est du travail en fait. Elle participe ainsi à l'économie sans le savoir et donc elle devra en être fière et ne pas avoir honte de cela. Aujourd'hui, quand on dit je suis femme de ménage, on dit ah donc tu ne fais rien. Non, c'est du travail en fait. Si on devrait prendre une domestique, on va payer cette domestique-là pour faire ce travail-là. Et il n'y a rien de plus important que l'éducation des enfants. Et aujourd'hui, nous allons constater que la plupart des femmes qui travaillent aujourd'hui, elles doivent s'organiser pour pouvoir répondre aux attentes aussi du ménage et tout. Et quand on ne fait pas très attention, c'est l'éducation des enfants qui est biaisée ou c'est la boniche ou la domestique ou la femme de ménage qui devient la maman ou le papa des enfants et donc l'éducation n'est pas forcément assise. Donc, les femmes qui sont dans les foyers, qui sont ménagères aujourd'hui n'ont pas de complexe à avoir. C'est du travail qui est digne d'honneur, qui doit être valorisé et cela n'empêche pas également de travailler que ce soit dans le secteur informel ou dans un emploi de son choix. Donc, déjà au niveau de la femme, il faut que ça soit clair à ce niveau. Au niveau du mari, oui, la femme, sur notre continent, exclusivement, tout ce qui est lié au ménage, à la cuisine, on sait que c'est à la femme de le faire, mais c'est quand même aussi bien quand de temps en temps, en tant que mari, en tant qu'homme, on accompagne notre épouse ou la mère de nos enfants quand nous avons du temps ou quand on rentre un peu plus tôt, qu'on l'aide à la cuisine ou à faire ranger les choses. Cela renforce l'amour dans le couple. Donc, l'homme peut valoriser ce travail ou ce mari peut valoriser ce travail-là en apportant sa pierre de cette façon. Et les enfants, voyant que papa fait ça, donc très tôt, les enfants prennent le pli parce que les enfants copient ce que nous faisons et non ce que nous leur disons. Donc, très tôt, les enfants prennent le pli par rapport à ça. Et donc, le jeune garçon sait déjà que, bon, voilà, même si ma sœur, elle travaille des trucs de domestique, ça ne fait pas de moi, ça ne fait pas moins de moi un homme d'aider ma sœur ou la femme à la cuisine. Donc, ça aura forcément une répercussion positive sur le foyer de ses futurs enfants plus tard. Et au niveau des OSC, c'est déjà de vulgariser davantage, de valoriser davantage l'importance des travaux non rémunérés, d'en parler, de faire des podcasts si nécessaire en langue locale pour que beaucoup comprennent. Et voilà, l'État aussi fera sa part. Et voilà. La 5e proposition qui me vient à l'esprit, c'est déjà que l'État doit inclure le secteur informel dans les politiques et les mesures visant à atténuer les effets économiques de la pandémie, mettre en place des mesures directes d'indemnisation et d'autonomisation économique des femmes, y compris les aides financières et la fourniture de biens de base, et d'étendre les mesures de sécurité de l'emploi pour les secteurs défavorisés. Ensuite, garantir de l'accès universel à la santé pour toutes les femmes, y compris aux services de santé sexuelle et procréative tels que les services de santé maternelle et l'accès aux contraceptifs et la protection des femmes aidantes et celles travaillant dans le secteur de la santé. Merci à vous également. Votre mot de fin. Alors, mon mot de fin à l'endroit des femmes, c'est vraiment courage. Merci pour tout ce que vous faites dans vos familles et pour tout ce que vous faites pour la nation, vos combats et tout. Je nous encourage davantage à la persévérance et à être une source de bénédiction autour de nous, quel que soit le milieu où nous sommes positionnés. Et je voudrais également profiter de l'occasion pour remercier tous ces hommes-là qui accompagnent ces femmes-là
dans ce processus. Que Dieu vous bénisse et merci d'exister. Merci à vous également d'être un des nôtres ce matin. Nous vous remercions pour votre passage dans nos locaux. Chers internautes, nous vous remercions également pour votre attention. Merci pour avoir suivi cette émission. Nous nous donnons programme pour très prochainement. Merci et bon appétit chez vous. Ce projet est réalisé par le réseau des femmes leaders pour le développement avec l'appui financier de Eugène Hasson Fund Africa.